Célébration de la Journée mondiale de l'environnement consacrée cette année à la restauration des terres, à la lutte contre la désertification et à la résilience face à la sécheresse. Notre attention se porte sur les responsabilités des citoyens et les efforts entrepris par les autorités pour protéger et préserver le fleuve Niger. Accepter une maladie incurable est un défi immense, pourtant il est crucial de l'intégrer à son quotidien plutôt que de la voir uniquement comme une contrainte, une manière de vivre pleinement sa vie au même titre que n'importe qui. Comment accueillir la nouvelle d'une maladie grave? La réponse dans cette édition. Demain jeudi, les Aigles du Mali accueillent les Black Stars du Ghana au stade du 26 mars pour la troisième journée du groupe A. Sous la direction du sélectionneur Éric Sekouchel, l'équipe malienne, consciente de l'importance de l'enjeu, vise une victoire pour consolider sa position en tête du classement. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 2. Tout d'abord, ce communiqué émanant de la Haute Autorité de la Communication, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) informe les promoteurs des radios et des télévisions qu'il lui est revenu que depuis un certain temps, un individu mal intentionné répondant au nom de Amadou Traoré tente de soutirer de l'argent aux promoteurs de radio au nom de la HAC. Ainsi, l'intéressé aurait demandé à plusieurs promoteurs de radio de procéder au règlement de leur redevance par transfert Orange Money sur les numéros suivants 75 05 57 67 73 55 49 00. Le président de la Haute Autorité de la Communication attire l'attention de tous les promoteurs de radio et télévision que la personne concernée ne fait nullement partie des effectifs de la HAC et les invite à la vigilance. Il rappelle que le paiement des redevances annuelles dues par les radios et télévisions se fait uniquement sur compte bancaire de la HAC domicilié à la BMS SA. Le président de la Haute Autorité de la Communication rassure les promoteurs de radio et de télévision ainsi que l'ensemble de ses partenaires que toutes les dispositions seront prises en vue de l'identification et la traduction de l'auteur de cet acte ignoble devant la justice. Je le disais dans les titres, Journée mondiale de l'environnement, mettons en lumière cette année la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience face à la sécheresse. Notre attention se tourne vers les devoirs citoyens et les projets gouvernementaux visant à protéger et préserver le fleuve Niger. Sous la direction de Haruna Kiadombele et Draman Diara, notre équipe de reportage s'est rendue à la direction de l'hydraulique et aux berges du fleuve Niger pour explorer ces initiatives. Suivons. Selon les études, le Mali perd chaque année 100 000 hectares de forêt pour les besoins agricoles et les bois d'énergie. Le fleuve Niger, lui, qui traverse notre pays d'une distance de 1750 km, diminue en quantité et est victime de pollution due à plusieurs facteurs. Les initiatives sont nombreuses, tant les défis sont multiples. Et ce patrimoine-là, c'est un défi, le défi de la protection de notre environnement. Et ça, c'est un grand défi. Le second défi, c'est celui de la mobilisation des financements. Il faut faire en sorte que les partenaires financiers s'intéressent à l'environnement et qu'on puisse lever des fonds pour venir financer les projets, les activités. L'autre défi, c'est lié aux effets négatifs des changements climatiques. Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a quand même des conséquences néfastes de la variabilité climatique. Qui, notamment cette année, par exemple, la pluie commence déjà en retard. Et d'autres années, la pluie vient tôt. On a des années de grande pluie, d'autres années de pluviométrie moyenne, ainsi de suite. Donc cette variabilité constitue un défi pour nous, qui aussi a ses conséquences par rapport à la gestion de façon générale de l'environnement. Grâce au delta intérieur du Niger, le Mali est l'un des plus gros producteurs de poissons d'eau douce. Cette production annuelle varie entre 75 000 et 130 000 tonnes en fonction des conditions hydroclimatiques. Ces chiffres risquent de subir une réduction considérable à cause de la dégradation des nids du fleuve.
Portera du poisson. Avant, on approvisionnait les quartiers environnants, mais aujourd'hui, à peine si on arrive à consommer le poisson qu'on pêche. C'est grâce à l'eau que nous obtenons du poisson. Moins il y a d'eau dans le fleuve, moins on trouve de poissons. Le fleuve reçoit tout. Or, le fleuve a une capacité d'épuration naturelle qui est limitée. Donc, à un moment, c'est la catastrophe. L'autre défi, c'est comment lutter contre le dragage, qui est une activité anarchique aujourd'hui qui se mène sur le cours d'eau et qui est en train même de tuer certains bras. Malgré tous les efforts que le gouvernement fait avec les partenaires, nous avons des difficultés énormes à circonscrire ce phénomène-là, qui constitue aujourd'hui vraiment un danger, un vrai défi pour nous, pour les sectoriels. Pour la préservation du fleuve Niger et la protection de l'environnement, des projets sont en cours. Ils sont essentiellement portés par le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, aussi l'Agence de développement durable, AEDD, et aussi à l'Agence du bassin du fleuve Niger, qui est une agence qui est très active dans la sauvegarde du fleuve Niger. Donc à tous ces niveaux, il y a un certain nombre de projets qui sont financés par plusieurs bailleurs de fonds, plusieurs partenaires du Mali, et pour pouvoir protéger et préserver notre environnement de façon générale. Outre les autorités en charge de l'eau, les populations riveraines du fleuve Niger doivent aussi s'impliquer. Le Mali n'est pas le seul pays à exploiter ce fleuve, mais les activités qui sont menées autour de lui, telles que les teintures et les travaux d'usine, risquent d'avoir des conséquences pour tous. En cette journée mondiale de l'environnement, dont le thème est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, chaque Malien a le devoir de veiller sur le fleuve Niger. L'examen du DF 2024, débuté ce lundi 3 juin, s'est achevé ce mercredi 5 juin. Après 9 mois d'études, les candidats ont eu 3 jours pour passer les différentes épreuves. Ce mercredi, marquant la fin de cet important exercice, élèves et surveillants affichaient une satisfaction visible. Tous ont salué la bonne organisation de l'examen rendue possible grâce aux efforts des acteurs de l'éducation malienne. Modibo Sidibé a visité plusieurs centres sur la rive gauche pour nous en rendre compte. Suivant. 15 heures, nous tombons à pic avec le début de la dernière épreuve qui est l'anglais. Après ouverture des enveloppes, les candidats peuvent commencer à traiter. Dans ce centre, tout se passe comme sur des roulettes depuis le début des épreuves jusqu'à aujourd'hui. Sur les 3 jours, le déroulement se passe très bien dans notre centre. Du premier jour jusqu'aujourd'hui, nous n'avons enregistré aucun cas de fraude ni d'indiscipline des élèves. Non, nous n'avons enregistré aucun problème au niveau des élèves, des cartes des élèves. Il n'y a pas de manquement de sujets, les sujets sont même en abondance. Du côté des surveillants, même constat, rien à signaler. Je dirais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On n'a pas eu d'incident, pas de cas de fraude. Parce que je pense que les enfants sont sensibilisés par rapport à ce cas. Ici, au centre Sega Diallo de Bozola, les candidats rassurent. Les sujets étaient dans l'ensemble abordables. Le sujet des mathématiques, ce n'est pas facile. Mais rédaction, bio, physique, chimie, c'est facile. Dans toutes les 9 matières, c'est l'histoire qui nous a un peu fatigués. Je pense que, pas moi seul, nous, on va avoir cette année, ça sera notre année, Inch'Allah. Un tour au groupe scolaire Mamadou Konaté nous a permis de faire le même constat depuis le lancement des épreuves ce lundi par le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga jusqu'à ce mercredi, tout se déroule normalement. Fait que vraiment l'examen de cette année a été bien compris par tout le monde, c'est d'éviter la fraude. Et les sujets ont été vraiment des sujets abordables. La preuve, c'est que dans les 15 minutes de ce dernier sujet, c'est le sujet d'anglais, les enfants sont déjà au dehors. En ce qui concerne les candidats de ce centre qui en compte une centaine, on reste confiant pour les résultats. Alhamdulillah, Dieu merci, tout est bon. Les épreuves ont été très faciles. Oui, je pense que cette année, j'aurai le DEF. Cette année, les acteurs de l'éducation ont pu gérer le cas des téléphones qui perturbaient fortement l'examen du DF. Il y avait des lacunes. Par exemple, les enfants n'étaient pas sensibilisés par rapport au téléphone et de même par rapport à l'heure.
Cette année, ça va. Dans l'ensemble, le pari de l'organisation de l'examen du DF est gagné grâce aux efforts mis en place par les acteurs de l'éducation. En attendant la proclamation officielle des résultats, beaucoup d'élèves pensent déjà à mener des petits métiers. Sangaré, Kone, Diabaté, Sidibé, Koulibaly, Maïga, Keïta, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous nous intéressons à nos noms de famille. Oui, les noms de famille sont de puissants marqueurs identitaires. Ils peuvent nous renseigner sur les ancêtres, l'appartenance culturelle ou l'origine géographique d'une personne. Au Mali, plus d'une centaine de noms de famille sont présents. Mais avons-nous une idée de leur provenance? Modibo Sidibé et Mamadou Koulibaly ont tenté de répondre à cette interrogation. Suivant. Le nom de famille joue un rôle de premier plan dans notre identité. Il est le relais entre nous et nos origines, notre culture et notre langue. Les patronymes occupent une place importante dans l'identité des peuples en Afrique, notamment au Mali. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, nom de famille? Quand il dit Djamoum, Djan, n'est-ce pas, étymologiquement veut dire, n'est-ce pas, le cerveau, chez les Malinques. Djamou, mou, ça veut dire quoi? Enduire. Mettre des choses qui puissent, n'est-ce pas, rendre, pour que ça soit joli. Donc, rendre, n'est-ce pas, embellir ton cerveau. Et quand on te dit d'embellir ton cerveau, le cerveau est quoi? Le cerveau est un élément d'identification de l'homme. Quelqu'un qui a perdu, n'est-ce pas, la tête, Djangaro, il n'a plus de dignité. Il n'a plus, on lui confie quoi? Rien. Mais quand on te dit, voilà, toi tu es Traoré, descendant des Touramarans Traoré, on voit tout de suite l'étiquette, n'est-ce pas, d'un héros. Avant les Djamou, il y avait des balafres, on faisait des signes d'identification. Le Mali, terre de culture, comme la plupart de nos prénoms, les noms de famille proviennent du passé glorieux de notre nation. Dans notre pays, il existe plus d'une centaine de noms de famille, des Koulibaly, en passant par les Traoré, les Keïta, Sidibé ou encore les Diallo, j'en oublie volontiers, tous ont une origine et une signification. Car quand tu prends par exemple les Touré, les Touré, n'est-ce pas, sont de la grande famille, bien sûr, des Soninké au départ, l'Empire du Ghana, l'Empire du Ouagadougou. À Ouagadougou, à Koumbi Salé, on recrutait les soldats de l'armée, n'est-ce pas, parmi les hommes les plus costauds, les plus robustes, les géants, donc qui sont capables, n'est-ce pas, de se battre. Donc on les comparait à l'éléphant. Donc quand ils partaient, n'est-ce pas, en guerre, et ils revenaient, n'est-ce pas, toujours victorieux, ils tapaient la poitrine, ils disent, nous sommes des éléphants. Pas n'importe quel éléphant, hein, mais l'éléphant mâle. L'éléphant mâle, n'est-ce pas, en Soninké, c'est ce qu'on appelle Samaké, Samachema, ou en Soninké, on dit Touré. Donc le nom de famille Touré est arrivé comme ça veut dire éléphant mâle. Ça, c'est le comportement physique qui est, n'est-ce pas, à l'origine, n'est-ce pas, de ce nom de famille. Donc quand les Touré se sont déplacés, ils sont allés au Mandé, les Mandingas, ils n'ont pas fait autre chose, ils ont traduit. Ils disent Samaké, qui est devenu, n'est-ce pas, Samaké. Et dans d'autres localités, l'éléphant a un autre nom, comme vers, n'est-ce pas, chez les Bambara, ils disent Sogo Belebeleba, Sogoba. Donc ils se sont dit, n'est-ce pas, Sogoba, ça veut dire éléphant. La Walisimo et Keïta. La Walisimo prend les héritages. Donc Keïta veut dire prendre les héritages. Kei, ça veut dire héritage. Kei, les héritages. Ta, prendre. Tu seras l'héritier du trône. Donc tu vas donner le pouvoir à ton fils, qui donnera à son fils, qui donnera à son fils jusqu'à l'éternité. Les Sidibé, n'est-ce pas, Sitobé, on dit que, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui vit parce qu'il est très, très, n'est-ce pas, dynamique et très courageux, jusqu'à ce qu'on l'a comparé à un héros, Sidibé Ngana. On dit Sidibé Ngana. Donc, si, en Soninké, veut dire cheval, Sidibé, propriétaire, n'est-ce pas, qui avait suffisamment, n'est-ce pas, de chevaux. Le nom de famille, c'est tout un héritage. Il est notre identité, car c'est par le nom de famille qu'on fait l'éloge de quelqu'un. Depuis quelques décennies, les smartphones envahissent le quotidien de leurs utilisateurs et modifient profondément les interactions sociales. Aujourd'hui, ils sont tellement présents dans nos vies que beaucoup de personnes ne peuvent s'en passer. Tout comme les jeunes, les seniors trouvent ces outils modernes de communication indispensables. Ils les utilisent non seulement pour passer des appels, mais aussi pour accéder à des contenus intéressants. Notre reporter Safiatou Kone s'intéresse à ce sujet.
On les transporte partout avec nous, ils sont comme nos enfants, on prend soin d'eux, on les consulte à n'importe quel moment et on devient dépressif et déprimé à la seule idée de les perdre. Ils, ce sont nos téléphones portables ou smartphones. Dans le monde là où nous sommes, le téléphone a un rôle crucial. Parfois on cause, mais à un moment donné, tout le monde laisse la causerie et nous nous concentrons tous sur le téléphone parce que nous avons des choses à faire. Aujourd'hui, les relations humaines subissent les conséquences de l'utilisation du téléphone. L'homme n'est plus capable de tenir une discussion pendant des heures comme on en avait l'habitude, ce qui fragilise profondément les interactions. C'est une problématique aujourd'hui, surtout dans les grains. Effectivement, les gens sont tellement accros à leur téléphone. Donc c'est un phénomène qui me fait peur aujourd'hui. À mon avis, un outil de travail en tant que téléphone ne peut pas prendre la place d'un individu. Nous voilà dans un grain de la capitale, précisément à Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Chacun a les yeux fixés sur son téléphone. Mouri Traoré, agent des ressources humaines, nous avoue surfer depuis plus d'une demi-heure. Parce que de nos jours, c'est devenu un outil de travail. Je m'informe sur ça, j'ai fait des recherches sur ça. Je ne peux pas faire tout au plus 3 heures sans l'utiliser. Ils sont nombreux dans le cas de Mouri Traoré. Cet entrepreneur nous informe qu'il dépense une petite fortune dans l'achat de crédits pour assouvir son addiction. Le smartphone aujourd'hui, c'est devenu comme des excitants. Quand on s'adapte, donc c'est pas facile de se débarrasser facilement. J'achète beaucoup de forfaits, plus que des habits, même des nourritures. Moi, je me connecte très rarement. Moi, je me concentre sur les jeux qui sont instructifs, tels que le pro des mots, les dictionnaires, je fais mes recherches. Moi, je préfère ça que de me connecter, de voir des images qui n'ont pas d'importance. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont accros au téléphone, car nombreux sont aujourd'hui les personnes du 3e âge à utiliser des téléphones Android pour diverses raisons. Je possède ce smartphone pour diverses raisons, car je suis une personne âgée et mon déplacement n'est pas facile. À travers ce smartphone, je peux appeler mes enfants, mes petits-enfants qui sont à l'extérieur et j'écoute aussi mes prêches. Sinon avant, j'avais un portable simple, mais aujourd'hui, je ne sais même plus le manipuler. La vigilance doit rester de mise car à ce rythme, nous risquons de ne plus nous parler. Je l'annonçais dans les titres, il est difficile d'accepter qu'on soit atteint d'une maladie incurable. Cependant, il est essentiel de l'intégrer à son quotidien plutôt que de le percevoir uniquement comme une maladie. Cela permet de vivre sa vie aussi pleinement que n'importe qui. C'est ce que nous explique Awa et Noé au micro de Fatou Diaby. Avoir une maladie quelconque est une chose, et vivre avec une maladie qui sera notre compagnon tout au long de notre existence en est une autre. C'est pourquoi annoncer à une personne que sa maladie est incurable n'est pas facile. Et pour amoindrir le choc, cela demande une préparation psychologique. L'annonce de la maladie se prépare avant le test. C'est ce que nous appelons le counseling pré-test. Il faut les expliquer les tests, qu'ils comprennent le test et qu'ils adhèrent au test et qu'ils viennent volontairement pour faire le test. Alors, dans ce processus, le malade va savoir, soit la personne qui est venue faire le test va comprendre déjà les types de résultats qui l'attendent. Alors, cela prépare en avance les personnes à accepter leurs résultats. Justement, c'est ce qui a donné un moral à Dame Awa pour accueillir son acolyte ou drépanocytose avec un mental prêt à affronter la maladie. Une maladie héréditaire qu'elle traîne au quotidien depuis sa tendre enfance. Mais cela ne l'empêche pas de garder sa joie de vivre. Je souffre de la forme SC. C'était fait quand j'étais petite. Je ne faisais même pas de crise avant. Et maintenant, je fais trop de crises. Je ne peux même pas faire 2 mois sans faire de crise. Bon, ça fait mal quand même de le savoir, mais on n'a pas le choix. On n'a pas choisi d'être malade, mais bon, on vit avec. On ne perd pas espoir. Pour une surprise, ça n'était une pour Noé. Lors d'une simple analyse, il apprend qu'il est atteint de drépanocytose forme CC, l'une des formes les plus graves de la maladie.
Mais la prise en charge avant l'annonce a également été un véritable soutien pour M. Terra. Je m'en remets à Dieu. Sinon, à l'annonce, j'étais dévasté parce que ce que j'entendais sur la maladie ne donnait pas d'espoir. Mais quand le médecin m'a expliqué, j'ai compris que je pouvais bien vivre avec en suivant régulièrement le traitement. Au-delà de cette douleur inexplicable de la maladie, Awa et Noé partagent un point commun, celui de garder à l'esprit que la vie reste belle quoi qu'il en soit et qu'il faut la croquer à pleines dents. Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali reçoivent ce jeudi au stade 26 mars les Black Stars du Ghana à la faveur de la 3e journée dans le groupe I. Les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel, conscients de l'enjeu, veulent obtenir un bon match et maintenir le cap en haut du classement. Siragatou Sissé nous donne un avant-goût. Premier gros test des Aigles du Mali ce jeudi dans le groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face aux Black Stars du Ghana. Après la victoire 3-1 contre le Tchad et le nul 1-1 devant la Centrafrique, le Mali, deuxième 4 points, ne doit pas se louper devant le Ghana, troisième 3 points. L'équipe la mieux cotée en termes de palmarès. Le rendez-vous de Bamako ce jeudi à 19h au stade du 26 mars est pris au sérieux dans le nid des Aigles du Mali. Le sélectionneur Eric Sekouchel a convoqué tous les cadres déjà présents à la CAN et lors des 2 matchs amicaux du mois de mars. L'esprit de groupe et la motivation sont là. Tous les joueurs se sentent concernés. Les oppositions Mali-Ghana n'ont jamais été faciles pour les Aigles. En 25 confrontations, le Ghana totalise 12 victoires contre 4. Et 9 fois, il y a eu match nul. Plusieurs Aigles ont terminé la saison en club avec des trophées et consécrations individuelles. C'est donc une équipe confiante du Mali qui tentera de freiner l'élan du Ghana. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Aïssata Ba s'installe pour l'édition Kibarou.